Alors, second exemple, cette fois-ci, on va chercher un champ magnétique vu que la source, c'est un courant. Et donc ici, on a un courant uniforme qui coule dans un parallélépipède. Donc par exemple, on peut imaginer une feuille d'aluminium dans laquelle il y a un courant électrique. Et donc ici, pour simplifier le calcul, on va prendre un parallélépipède pour lequel longueur et largeur sont très très grandes devant la hauteur. Par exemple, ça serait le cas de la feuille d'aluminium. Et donc on considère que le courant, il est uniforme et uniquement ici dans la direction EY. Donc on a un courant qui est comme ceci et qui a partout la même valeur. Bon, c'est pas facile en 3D à bien voir. Donc ici, on a fait une vue de côté. Donc on voit bien, on a X, l'axe OX qui rentre vers nous, enfin qui sort pardon vers nous justement. Donc Y, Z. Donc c'est comme si on regardait comme ça de côté. Et donc on a J qui est uniforme et qui va uniquement selon EY. Alors, on cherche un champ magnétique, mais la méthode est exactement la même. Donc d'abord, on regarde les symétries et invariances. Alors, je vous rappelle que pour le champ magnétique, le plus simple, c'est de trouver un plan de symétrie, parce que du coup, on a directement la direction du champ magnétique. Alors ici, comme plan de symétrie qui passe par un point M, alors le point M, on peut le prendre n'importe où, on peut le prendre par exemple ici. Donc à nouveau, vu que le parallélépipède est infini en longueur-largeur, eh bien le point M quelconque que je prends, eh bien je peux considérer qu'il est au centre. Mais ça n'enlève rien à la généralité du problème. Donc, en ce point-là, qu'est-ce que je peux avoir comme plan de symétrie? Eh bien, attention, le plan OZX, donc celui-ci, ce n'est pas un plan de symétrie, vu que J sont symétriques, ça serait vers la gauche ici. Alors là, il va vers la droite. Donc le plan OXZ est un plan d'antisymétrie. Par contre, si je coupe selon le plan de la feuille ici avec un un OZY, donc un plan ici comme ça, clac, 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 et bien là par contre, eh bien, on a bien les J qui sont symétriques les uns par rapport aux autres. Donc le plan de symétrie qui passe par un point M quelconque, c'est O, Y, Z. Et donc le champ magnétique est perpendiculaire à ce plan de symétrie, donc il est forcément dans la direction EX. Alors on ne sait pas s'il est selon plus EX ou moins EX, mais en tout cas il est dans la direction EX. Alors ensuite les invariances, bah, ici elles sont évidentes. Il y a invariance selon X et Y. Donc rien dans le problème ne peut dépendre de la variable X et Y, notamment le champ magnétique. Il ne peut dépendre que de la variable Z. Donc du coup, résumé de tout ça, on a un champ magnétique qui est dirigé dans la direction EX et qui ne peut dépendre que de la variable Z. Alors comme d'habitude, on peut regarder un peu ce qui se passe au niveau du centre, donc au niveau du point O, et bien en fait on remarque qu'on a un second plan de symétrie. Ce coup-ci le plan horizontal OXY, puisqu'on voit bien que ce J-là, il est symétrique de ce J-là. Donc le plan horizontal, central, est un plan de symétrie. Alors on ne l'avait pas tout à l'heure parce qu'il faut toujours qu'il passe par le point M. Donc ça ne marchait pas puisqu'il ne passe pas par le point M. Mais ce coup-ci, si je considère un point central, par exemple O, eh bien ce plan est un plan de symétrie qui passe par le point. Donc ici, en haut, on a comme plan de symétrie OYZ et OXY. Donc c'est-à-dire que le champ magnétique doit être perpendiculaire et à OYZ, c'est-à-dire selon EX, mais également à OXY, c'est-à-dire selon EZ. Donc il y a incohérence. C'est pas possible que le champ soit dans deux directions en même temps. Donc, quel que soit le point au niveau du plan central, donc par exemple O, eh bien, le champ magnétique est nul. Donc évidemment, ça nous servira à déterminer la constante un peu plus tard. Alors ensuite, donc, le théorème d'Ampère met en œuvre le rotationnel. Donc, on va simplifier l'expression du rotationnel grâce aux informations qu'on vient de drainer. Alors, première information qu'on va utiliser, c'est le fait que le champ n'est que selon EX, donc n'a qu'une composante BX, et donc pas de composante BY, pas de composante BZ. Donc c'est parti, tac, 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 tac. Ensuite, deuxième information, si le champ dépend d'une variable, c'est uniquement de la variable Z. Donc quand on dérive le champ magnétique par rapport à X, Y ou Z, eh bien seule la dérivée par rapport à Z sera non nulle. Toutes les autres, par exemple si je dérive B par rapport à X, eh bien vu que B ne dépend pas de X,
eh bien, b est une constante par rapport à x, donc sa dérivée partielle vaut 0. Donc du coup, hop, cette dérivée-là va être nulle, puisque, à nouveau, bx ne dépend pas de y. Donc finalement, il n'y reste qu'un terme, donc la dérivée, alors d'ailleurs ça va être une dérivée totale vu que ça dépend que d'une seule variable, la dérivée de bx par rapport à z dans la direction ey. Alors ensuite, appliquons le théorème d'ampère local, donc c'est rotationnel de b est égal à mu0 fois la densité de courant, donc au point M considéré. Comme d'habitude, il va falloir faire deux cas parce que selon le point M, eh bien, J n'est pas le même. Donc on va commencer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, J, c'est J0EY. Donc je remplace terme de gauche, terme de droite, ça nous donne, donc on a dit le rotationnel c'est un plus, ouais c'est bon. Donc c'est d de bx sur dz est égal à mu0 fois j0 fois ey. J'ai oublié le y à gauche. Donc c'est bon, on projette sur ey, on primitive, ça fait bx égale mu0 j0 z plus constante. À nouveau, on regarde ce qui se passe en z égale à 0, donc bx est égal à 0, j0 ça vaut ce que ça vaut, mais z est égal à 0, plus k, donc finalement 0 égale 0 plus k, donc k égale à 0. Donc le champ magnétique à l'intérieur est égal à mu0 j0 z ex. Maintenant on va regarder à l'extérieur. Donc à l'extérieur il n'y a pas de courant, donc rotationnel de B est égal à 0, donc on obtient d de bx sur dz est égal à 0, donc bx est égal à une constante. Alors ça peut paraître bizarre que quel que soit le point à l'extérieur, b est une constante, mais rappelons-nous qu'on a fait une modélisation, on a considéré que le parallélépipède était infini en longueur et en largeur, ce qui fait que quand z commence à devenir très très important, eh bien on ne va plus pouvoir négliger la taille du parallélépipède, et donc on n'aura plus les invariances, les symétries, tout ça, donc le résultat ici ne sera plus valable. Donc, en fait, ce résultat sera valable uniquement pour une zone où z est suffisamment proche du parallélépipède. Donc allons-y, il faut trouver cette constante, donc comme tout à l'heure, on va appliquer la relation de continuité, puisque à nouveau il n'y a pas de modélisation surface équilinéique, donc le champ est forcément partout continu. Donc on applique la continuité au niveau de la surface. Alors il y a deux surfaces, donc on va commencer par la surface z égale E. J'ai bien appelé ça 2E, ouais, donc cette surface-là, eh bien en z égale E. Donc allons-y. Donc la continuité, ça dit que B, lorsque z tend vers E- est égal à B lorsque z tend vers E+. Ici on est à l'intérieur, ici on est à l'extérieur. Donc ça donne mu0 j0 e ex est égal à k'ex. Donc k' est égal à mu0 j0 e. Et donc le champ est égal à k', donc on en déduit directement le champ à l'extérieur est égal à mu0 j0 e ex pour z supérieur à e. Et donc, si on fait la même chose, mais en utilisant la relation de continuité pour la surface du dessous, eh bien on trouverait moins mu0 j0 e ex pour z inférieur à moins e. Voilà, donc la résolution était très facile ici parce que le courant est uniforme et on est dans un repère cartésien. Alors on va finir donc avec à nouveau un parallélépipède, mais ce coup-ci, la source c'est simplement une charge statique, donc on va chercher le champ électrique. Alors, j'ai oublié de changer ça dans l'énoncé. Donc ici la charge, elle est répartie de manière volumique avec une densité volumique, je crois, qui va s'exprimer comme étant ρ0 fois z carré sur e carré. Alors j'espère que c'est bien ça. Donc sur le schéma, donc on a déjà fait le schéma, on a déjà mis le repère adapté, donc évidemment on se place en cartésien. Et donc on va placer quelques charges. Donc on voit qu'en z égale à 0, il n'y a rien.
Et ensuite, donc, plus z est grand, plus la densité est grande, avec invariance selon y et x. Et donc ici, on est avec un z au carré, ce qui veut dire que lorsque z est négatif, on a la même chose que lorsque z est positif. Et donc, plus z est grand, plus il y a de charge. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va réussir à avoir encore suffisamment de plans de symétrie pour pouvoir résoudre le problème avec Gauss local. Alors donc, à nouveau je prends un point M quelconque, mais que je peux placer là. Donc ici les plans de symétrie. Alors, eh bien, il y a le plan vertical, qui est un plan de symétrie, et il y a également le plan qui est comme ceci. Plan vertical qui est comme ceci. Donc ici, donc il y a celui-ci et celui-ci. Donc le champ est forcément selon EZ. Donc c'est OEX, EZ, OEY, EZ. Donc le champ est forcément selon EZ. Non, qu'est-ce que je fais? Hop. Ensuite les invariances, évidemment, bah, c'est les mêmes que dans l'exercice précédent. Donc les invariances, c'est selon X et Y. Donc le champ électrique, il dépend que de la variable Z, et en plus, il est dirigé uniquement dans la direction Z. Ensuite, ici, on a un nouveau plan de symétrie lorsqu'on considère un point central. Donc ici, vous coupez horizontalement, on a bien la même chose des deux côtés. Donc, plan de symétrie supplémentaire, donc le champ électrique doit appartenir à ce plan supplémentaire, donc il doit être horizontal, ce qui n'est pas possible vu les autres plans de symétrie. Donc ça veut dire que le champ électrique en un point central, par exemple O, il est forcément nul. Donc je ne l'écris pas, mais vous avez le commentaire. Ensuite, expression de la divergence, donc clac, clac, il n'y a pas de EX, pas de Y, donc la divergence c'est simplement ça. On applique Gauss local, on commence par l'intérieur. Donc ça fait d de EZ sur dz est égal à ρ sur epsilon 0. Ρ c'est ρ0 fois z carré sur e carré. Voilà. On intègre, enfin on fait la primitive, ça fait ρ0 z cube sur 3 epsilon 0 e carré, plus constante. On applique en z égale à 0, c'est toujours la même chose une fois qu'on a compris. Donc k est égal à 0, donc le champ à l'intérieur est égal à ρ0 z cube sur 3 epsilon 0 e carré ez. Maintenant à l'extérieur, on a d de ez sur dz qui est égal à 0, il n'y a pas de charge à l'extérieur, donc ez égale constante. On applique la continuité en z égale e, c'est-à-dire à la surface par exemple du dessus. Donc le champ électrique en z égale e à l'intérieur, ça vaut ρ0 e sur 3 epsilon 0 ez. Et le champ électrique à l'extérieur, parce que z égale e, c'est k' ez. Donc on en déduit k', et donc on en déduit le champ à l'extérieur. Donc ρ0 e sur 3 epsilon 0 ez. On fait la même chose en z égale moins e. Donc ça c'est pour z supérieur à e. Et en z égale moins e, on aurait e extérieur qui est égal à ρ0 avec un signe moins e sur 3 epsilon 0 ez. Donc ça c'est si z est inférieur à moins e. Tac. Voilà, et puis très rapidement on peut juste vérifier quand même la dimension de notre résultat. On rappelle qu'avec la loi de Coulomb c'est E égale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré ER. Donc le champ électrique, ça doit être la dimension de 1 sur epsilon 0 fois une charge divisée par une distance au carré. Alors, est-ce qu'on a bien ça? Eh bien oui, parce que ici, en fait, il faut multiplier en haut et en bas par une longueur au carré. Parce que comme ça fait un volume. On a une longueur ici, donc fois une longueur au carré, ça fait un volume.
ρ0 fois un volume, ça fait bien une charge. Et donc on obtient une charge sur epsilon 0 sur une longueur au carré. Donc a priori, la dimension est bonne. Donc voilà pour ces trois exemples.